Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle interview du podcast Parlons de votre mental. Et j'ai la chance de pouvoir accueillir sur le podcast en distanciel Élodie Laloum. Salut Élodie. Salut Seb. Je peux déjà vous dire, les auditeurs, que ça va speeder parce qu'on a des cerveaux actifs là et va falloir suivre et être dans le rythme parce que je pense que ça va bien speeder cette interview. Et puis Marc est prêt, feu. Voilà, mon Marc Préfeu, on est dans les starting blocks. Donc, merci Élodie d'avoir accepté mon invitation. Je vais te laisser te présenter, mais avant tout, je sais que tu travailles dans les relations presse depuis très longtemps. Tu as une agence, donc du coup, tu as une super expérience dans ce domaine-là. Tu vas nous en parler un petit peu plus. Le grand événement, c'est l'accouchement de ta BD. Je pousse. Tu pousses. En tout cas, Élodie, bienvenue sur cet épisode. Du coup, tu es la fondatrice d'une agence de relations presse qui s'appelle Mélodique. Exact. Depuis fort longtemps. Comme je disais, tu viens d'accoucher d'un heureux événement, la naissance, pas de ton bébé, mais presque de ta BD. De mon deuxième bébé. Voilà. Qui parle de ma vie de maman solo. On va essayer de mixer un peu tout ça. Ouais. Nous parler un peu de ton parcours. Et puis après l'objectif du podcast, c'est de parler un peu de la dimension du mental, de ton mental à toi, par rapport à ton métier, ton parcours, ta vie en général. Et peut-être même par rapport à l'accouchement de cette BD aussi, parce que du coup, tu as dû passer par certainement plein d'étapes psychologiques hyper intéressantes dans la construction d'un ouvrage, que ce soit un livre ou une BD. Je pense qu'il doit y avoir des étapes certainement un peu similaires. Et puis voilà, on est parti. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de toi là? Alors, je vais me présenter. Ouais, donc moi, je m'appelle Élodie Laloum. Effectivement, j'ai monté une agence de relations presse qui s'appelle Mélodique et je l'ai montée en 2005. À l'époque, il n'y avait pas de statut auto-entrepreneur ou micro-entreprise. Donc, en gros, si tu voulais te mettre à ton compte, tu avais qu'à créer une boîte. Donc, c'est ce que j'ai fait. À la base, elle s'appelle Mélodique parce que je suis une passionnée de musique et je voulais absolument travailler dans la musique. Donc, effectivement, les 3 premières années de l'existence de cette agence, c'était davantage de la production musicale, production d'événements, production de concerts, production d'artistes, management, édition, voilà. Et puis, en fait, je suis revenue à mes moutons, c'est-à-dire les relations presse parce que finalement, c'est ça mon cœur de métier, c'est là où vraiment j'excelle et c'est là où vraiment je sais faire la différence alors que dans la musique, j'ai pas vraiment su faire la différence. Je m'occupe d'un peu tous les secteurs, j'ai des clients dans un peu tous les secteurs, l'automobile, l'industrie, le web, le consulting, la food, enfin voilà, j'ai un peu tous les secteurs et parallèlement à tout ça, il y a 11 ans, j'ai décidé de faire un enfant toute seule. C'est-à-dire que je suis partie en Belgique pour me faire inséminer et j'ai décidé donc de faire un bébé toute seule. Ça, c'est la plus grande décision de ma vie. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être marrant de raconter cette aventure-là sous forme de BD. Et donc, elle sort là le 19 avril. Donc, j'ai hyper hâte parce que c'est 1 an et demi de boulot avec l'illustratrice pour choisir les séquences les plus marrantes, les plus drôles, les plus émouvantes, les plus inspirantes. Voilà, pour aider aussi à toutes les femmes célibataires qui éventuellement envisagent une PMA. Comment ça se passe pour de vrai, concrètement, avec un vrai recul, puisque maintenant ma fille, elle a 11 ans, donc j'ai quand même un peu de recul sur cette expérience-là. Voilà, donc je raconte vraiment mon parcours très simplement, voilà, avec mes mots à moi et avec toujours beaucoup d'humour, parce que c'est mieux, ça fait passer la pilule. Voilà, en gros, je suis hyper contente que tu m'invites dans ton podcast. J'ai eu la chance de te rencontrer, j'avoue, à travers le podcaston, qui était un super événement, voilà, auquel tu participais et qui montre déjà ta façon de concevoir aussi ton métier
et de l'envisager dans une dynamique altruiste. Et c'est aussi la mienne. Donc moi, dans les relations presse, je choisis également les clients et les gens avec lesquels j'ai envie de travailler et qui ont cet état d'esprit, plutôt tourné vers les autres et la bienveillance. Et voilà, ce sont des valeurs fondamentales chez moi en tout cas. Bon, après, moi, je parle même plus de bienveillance, je parle de gentillesse parce que c'est la bienveillance. Oui, parce que la bienveillance, il est un peu galvaudé. Oui, c'est vrai. Ouais. Souvent, parfois, sous ce mot-là, finalement, on arrive dans des entreprises où ils sont pas du tout bienveillants. La gentillesse, l'entraide, c'est vrai que ça fait partie de l'altruisme, ça fait vraiment partie de mes valeurs. Et aujourd'hui, le podcast, moi, il me permet aussi de mettre en lumière des gens qui, finalement, j'ai envie de les mettre en lumière parce que je trouve qu'ils peuvent apporter quelque chose à d'autres personnes. Voilà, il n'y a pas que les people dans la vie, donc il y a aussi d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai construit ce podcast. Voilà, pour mettre en lumière les gens. Et au départ, l'idée, c'était plus les sportifs qu'on méconnaît et qui ont une dimension mentale hyper intéressante, mais qu'on met pas en valeur. Et pourtant, ils seraient très, très inspirants par rapport aux jeunes Français qui pourraient écouter et être inspirés par ces personnalités-là, mais qu'on met pas forcément en valeur dans les médias. Et ensuite, j'ai ouvert parce que je trouve qu'il y a plein de gens inspirants et je me suis dit, mais tout le monde a un mental et il faut aller introspecter le mental de tout le monde parce qu'il y a plein de métiers passionnants, il y a plein de gens passionnants et il faut les mettre en lumière et voilà. Je suis parti avec mon bâton de pèlerin. Je me suis dit, c'est bon, je crée le média qui va parler des autres puisque finalement, les gros médias n'en parlent pas. Donc, allez, à moi d'y aller. Voilà. Moi, je suis pas du tout une grande sportive, mais par contre, effectivement, je pense que quand tu crées ton entreprise toute seule et que tu fais aussi un enfant toute seule, forcément, c'est quelque part, tu as un peu un mental un peu fort et un peu différent aussi puisque, toute la charge repose uniquement sur toi et donc, ça donne une autre vision aussi des choses et de l'environnement. Je te donne un exemple tout bête, mais par exemple, tu vas faire du ski. Moi, j'adore le ski, par exemple. Et si tu as le choix entre une piste rouge et une piste noire, tu vas prendre la rouge, même si tu as un peu envie de prendre la noire, mais tu vas quand même prendre la rouge parce que, comme tout repose uniquement que sur tes épaules, si tu te casses la gueule et que tu te fais mal et que tu as un bobo, forcément, les conséquences sont différentes. Donc, en fait, tu apprends à gérer le risque vraiment différemment parce que tu sais qu'il n'y a pas de personne bis autour de toi, ni pour ta boîte, ni pour ton enfant. Et ça, c'est énorme comme différence dans la façon d'appréhender la vie. C'est vraiment une vision à part, quoi. Voilà. Je fais le parallèle avec certains athlètes dans le sport de haut niveau où ils pratiquent pas certaines disciplines sportives parce que s'ils se blessent, ça peut remettre en jeu, en tout cas, leur carrière ou des événements sur lesquels ils sont en tout cas financés pour. Quand tu me parles, en fait, depuis tout à l'heure, je pense à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Oui, forcément. Jean-Jacques, si tu nous écoutes, on te salue. Oui. Jean-Jacques Goldman, que j'avais eu la chance de rencontrer il y a quelques années, parce que c'est un joueur de tennis et c'est quelqu'un qui est hyper inspirant, hyper simple, hyper altruiste. Si un jour j'ai l'occasion de le re-rencontrer pour l'interviewer dans le podcast, je le ferai avec plaisir. Génial, carrément. Ça a été une belle rencontre quand j'étais à Marseille. Il fait encore partie, je crois, des Français les préférés. Tu sais, quand il y a des classements là et tout, donc c'est marrant parce qu'il est plus du tout médiatisé, il est plus du tout dans le devant de la scène, comme quoi les gens ont quand même une forte mémoire et un fort affect, quoi. C'est clair. Et puis ses chansons, elles ont quand même. Et puis même son histoire, comment il est arrivé à la chanson, elle est assez incroyable. Voilà. Si un jour j'arrive à la voir, je serais très content. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir Élodie. Donc, on va parler de toi. Et on va commencer par le petit warm-up. Le petit warm-up, c'est souvent un portrait chinois. J'aime bien faire un petit portrait chinois de mes invités pour un peu, avoir un peu de relief, un peu sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils aiment moins. Et puis après, on parlera de mental dans la foulée. Alors, Élodie, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu? Jaune. Et pourquoi le jaune? Soleil. Ah, le soleil. Ok. Le soleil, le jaune, c'est la vie. Le soleil, la luminosité. Ok. Ouais. Comme dans mon sud natal. Mais aujourd'hui, il fait beau à Paris. Il y a du soleil. Ça va, il y a du soleil. On en profite parce que c'est pas souvent. Si tu devais être un moment de la journée, quel moment de la journée serais-tu? L'aube. Et pourquoi? Parce que je suis hyper créative entre 5h et 7h du matin. Ok, tu te lèves tôt, quoi. Je suis une lève tôt, j'adore écrire à ce moment-là et voilà, j'ai l'esprit hyper éveillé entre 5h et 7h du matin. J'adore ce moment-là. Et quand j'ai la chance d'être dans la nature ou en vacances, c'est un moment d'observation et de contemplation. C'est un de mes moments préférés de la journée, vraiment, parce que je sais pas. C'est une promesse. Voilà, 5h du matin, c'est une promesse. Tu sais pas encore comment va se dérouler cette journée, mais c'est une promesse, quoi. Voilà. Pas un livre, ça, Les promesses de l'aube? Un peu.
Gary, ouais, carrément. Ben oui. Je fais des relations, des promesses. Goldman, Gary, c'est bon, là, moi, on est au top. Ouais. Ah ben justement, si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré, tu choisirais lequel? Un livre qui m'a inspiré. Belle du Seigneur. Parce qu'il m'a marqué, je devais avoir 16-17 ans la première fois que je l'ai lu. C'est une histoire, un vocabulaire, une façon de décrire qui m'ont particulièrement touchée. Voilà, parce que aussi je pense que c'est le plus gros pavé que je m'étais mangé à l'époque. Voilà, donc mais parce que aussi il faut répondre vite là, sinon si j'avais eu le temps de réfléchir, je t'aurais fait une vraie liste des 10 bouquins qui m'ont le plus inspiré. Voilà. Mais alors je vais quand même répondre la chose spontanée, même si elle peut paraître vraiment idiote, mais la Bible, hein, quand même. Voilà, pour moi. Ah, mais t'es pas la première à citer la Bible. J'ai failli le dire, mais comme ça fait vraiment très con, je l'ai pas dit, quoi. Mais voilà. Bah non, t'es pas la première. J'ai eu d'autres invités qui l'ont. Ah ouais, qui ont répondu ça? Qui l'ont cité spontanément, ouais, et qui la relisent régulièrement et c'est une source d'inspiration pour eux. Et si tu devais choisir un film? Alors, je vais te dire, depuis 20 ans, je vois entre 2 et 3 films par semaine. Donc, toi, ça fait quand même dans les 6000 à peu près. Donc, c'est beaucoup. Je peux pas t'en citer un. C'est vraiment, j'en ai tellement. Voilà. Là, le dernier que je viens de voir, je verrai sur vos visages, qui est sur la justice réparatrice. Magnifique, quoi. Voilà, Lelouch, Leila Betki, Adèle. Enfin, je suis une fanat de ciné, mais vraiment une grande fanat de ciné. Donc, voilà, s'il fallait que je te fasse une liste, je pense que le podcast pourrait durer 2-3 heures, mais donc ça va être compliqué, pardon, de pas répondre bien à ce portrait chinois. Oh là là. Non, mais non. Mais non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Après, la justice restaurative, ouais, c'est un sujet, du coup, que j'affectionne particulièrement, hein, pour avoir une. J'imagine, oui. Un peu justice sur. Mais c'est hyper intéressant. On est un peu en retard, hein, sur la dimension de la justice restaurative en France, même si, elle existe. C'est très intéressant en tout cas, de coupler la justice pénale et la justice restaurative dans le. Moi, je connaissais pas du tout, avant de voir le film, je connaissais pas du tout cet aspect et je le trouve particulièrement pertinent, c'est-à-dire que vraiment, à la fin, le regard des personnes victimes comme des délinquants a vraiment changé. La fraternité, je sais pas si tu l'as vu le film ou pas, mais je ne sais pas aller le voir encore. Mais il est bouleversant parce que tu sens en fait que c'est je sais pas sur combien de semaines ça s'étale, peut-être 3-4 mois, mais tu sens que ces 3-4 mois, ils ont peut-être été plus probants et plus efficaces que peut-être des années de prison, quoi. Tellement vraiment, tu sens que ça change les choses pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est. Ouais, la justice restaurative existe depuis très très longtemps au Canada. Oui, pareil, ouais. En tout cas, je vous invite à aller vous renseigner sur ça, parce que en fait, c'est assez intéressant, et puis il y a des vrais résultats sur la non-récidive, en fait. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et sur la prise de conscience. Donc ça, en tout cas, c'est le résultat qui est important, c'est-à-dire. Et la prise en considération, de la souffrance des victimes, du coup, ça c'est parce que souvent on commet un acte, mais on a rarement les victimes en face. Donc quand on peut en tout cas entrer en empathie, se rendre compte en tout cas de ce que c'est émotionnellement en termes de vécu, du coup c'est plus facile que quand on fait l'acte et qu'après on voit plus les gens et qu'on n'y pense pas. Donc mais en tout cas c'est un super film que j'irai voir et merci je te recommande pour l'avoir cité. Si tu devais me donner une citation qui t'inspire, ça serait laquelle? Le bonheur réside dans l'inattendu, de Jean d'Ormesson. Et en quoi elle t'inspire? C'est pour quelqu'un qui a une fâcheuse tendance à tout contrôler, tout organiser, et tout planifier. Il a tellement raison. Parce que en fait, le bonheur, il réside dans les quelques petites parties de mon existence où c'est pas moi qui. C'est la surprise, quoi, en fait. Exactement, c'est la surprise, l'inattendu. Vraiment, le bonheur réside là-dedans. T'avais pas pensé que il y allait avoir un super rayon de soleil et puis le déjeuner que tu devais faire un peu glauqui, finalement il va être en terrasse. T'avais pas pensé que t'allais croiser cette personne-là dans la journée et puis le hasard des rencontres parisiennes le permet. Voilà, enfin tu vois, c'est ça quoi. Vraiment, le bonheur réside dans l'inattendu. Pour moi, elle fait vraiment sens parce que je suis une psychorigide du contrôle quand même aussi. Donc voilà. C'est dit comme ça. C'est dit. C'est assumé. On pourra travailler dessus une autre fois. Ouais. Il y a du boulot. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Mais après, des fois, c'est de la déformation professionnelle aussi. Très souvent. C'est surtout que, honnêtement, mener tout de front, si t'es pas un peu organisé,
c'est impossible d'être maman solo et d'avoir une entreprise sans être organisée. Enfin, tu vois, c'est juste pas possible concrètement, quoi. Donc... Ouais, je comprends. Du coup, si tu devais me donner une qualité qui te correspond le plus, ce serait laquelle? Tenace. Tenace. Tenace, ouais. Je lâche jamais rien. Okay. Et ton principal trait de caractère? C'est un peu ça. Entière, quoi. Ouais. Entière. Je fais rarement les choses à demi. Ouais, mon principal trait de caractère, je pense que c'est ça. C'est le fait d'être entière. Très entière. Authentique, quoi. Ouais, authentique. Je vais pas dire charismatique parce que ça ferait prétentieux. Et puis en plus, je le suis pas spécialement. Mais non, juste authentique. C'est-à-dire, je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire semblant, je ne sais pas dire quelque chose que je ne pense pas, je ne sais pas cacher quelque chose que je pense. Je ne sais pas fermer ma gueule. Il y a quand même beaucoup de choses quand même que je ne sais pas faire. Donc oui, authentique. Alors du coup, ça plaît beaucoup ou pas du tout. Ouais, moi, je trouve que c'est des qualités, en fait. Moi, c'est à qui on a affaire. Ah bah écoute, au moins, c'est vendu dans le package. Hein, voilà, quoi. C'est comme ça. Bah c'est mieux, je trouve. C'est mieux. Allez, une petite dernière. Si tu devais me donner une personnalité qui t'inspire, ce serait laquelle? Et pourquoi? Une personnalité qui m'inspire. Bon, ce serait facile de dire Simone Veil, mais parce que tout le monde va la citer, et que je suis une petite féministe dans mon coin. Non, mais une personnalité pour de vrai qui m'inspire, Michelle Obama. Ok. Voilà. Michelle Obama, pourquoi? Parce que cette femme a un parcours brillant en tant que femme, en tant qu'avocate, et elle a quand même su être la première dame pendant plusieurs mandats de son mari, et elle a, à mon avis, joué un grand rôle, et quand j'ai lu son bouquin, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment à la fois d'une humilité incroyable pour quelqu'un qui a dormi à la Maison Blanche, quoi, et à la fois, elle arrive en fait à être particulièrement, douce dans sa lecture des phénomènes de société. Et pour quelqu'un qui a été confronté et qui a vu quand même des choses, franchement, les États-Unis sont quand même en frontal avec des problèmes sociétaux énormes. Voilà, je trouve que la douceur qu'elle apporte dans sa lecture et dans les réponses qu'elle y donne est voilà, très inspirante. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Ce petit portrait chinois, bah, du coup, voilà, le warm-up est terminé. C'est bon, la voix a été chauffée. C'est vrai? Bon, bah ça va. Fou. Voilà. On va pouvoir mettre ça en mélodie avec ton parcours et ton mental. Parce que tu aimes la musique. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Bah, du coup, moi aussi, j'aime beaucoup la musique. Ça calme ma tête, la musique. C'est un truc qui arrive à canaliser mon truc qui tourne, tu sais, le truc qui s'arrête pas des fois. Le vélo, là. Ok, le truc qu'on a entre les deux oreilles, des fois, qui nous laisse pas tranquille. Ok, ben ton parcours, il t'inspire quoi avec le recul? Si tu regardes un peu dans le rétro, là. Mon parcours à moi, en tant que quoi? En tant que maman, en tant qu'RP, en tant que femme tout court, en tant que... Ouais, ben déjà, écoute, tout, voilà. Tout. Ouais. Qu'est-ce qui m'inspire? Je suis assez fière, quand même, du parcours que j'ai, parce que je suis partie à 18 ans de chez mes parents, que je dois rien à personne, que j'ai payé mes études, que j'ai travaillé pendant mes études, que je me suis faite toute seule, que je connaissais personne, que je n'avais pas du tout un esprit entrepreneurial particulier et que ma boîte va bien, que j'ai réalisé l'un de mes plus grands rêves en sortant un bouquin sur l'histoire de ma fille, dont je suis très fière aussi. Donc, écoute, j'ai plutôt un regard de fierté. Après, j'ai quand même fait plein de bêtises, hein. Donc bon, on va pas les citer puisqu'on va essayer de rester sérieux. Mais ouais, si j'avais pu quand même m'éviter certaines mandales, voilà, ça aurait été pas mal dans la vie. Mais non, voilà, franchement, plutôt un regard. Si je regardais une photo de moi petite, je lui dirais t'inquiète, ça va bien se passer. Ton enfant intérieur. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, qui était pas très heureux. Donc du coup, je lui dirais t'inquiète, plus tard ça ira. De quoi tu es le plus satisfaite? De ma fille, clairement. D'avoir donné la vie, d'avoir donné un peu un sens, parce que c'est très bien d'avoir un travail passion, c'est très bien d'être content de se réveiller le matin, c'est très bien d'avoir un niveau de vie sympa, qui te permet d'avoir une vie confortable et tout. Après, pour moi, tout ça faisait pas vraiment sens tant que j'étais pas maman. Maintenant que je le suis, vraiment, oui, clairement, ma plus grande fierté, c'est de l'entendre se marrer et d'avoir un casque comme tu portes là et de l'entendre chanter comme si elle chantait hyper bien alors qu'elle chante faux. Non, mais voilà, c'est de sentir qu'elle est heureuse, qu'elle est bien dans ses baskets et qu'elle va affronter le monde qui l'attend avec, j'espère en tout cas, toutes les armes que j'essaye de lui donner, quoi. Après, on peut chanter faux, certes, mais tout se travaille.
Oui, c'est clair. Oui, non, mais je rigole parce que c'est assez drôle quand tu es en train de bosser et que tu la vois avec son casque et que tu entends juste des voilà, c'est assez drôle, quoi. Si je te dis la phrase rendre possible impossible, est-ce que ça fait quoi ton parcours? Oui, clairement, parce que personne n'a misé sur moi. C'est-à-dire que moi, au lycée, j'étais un cancre, donc j'avais envie de rendre possible l'impossible dans le sens où j'ai réussi pourtant mes études supérieures, alors que vraiment, c'était pas gagné. Après, j'ai réussi dans ma vie professionnelle, alors que les gens n'ont pas forcément une grande confiance en moi non plus. Donc oui, rendre possible l'impossible. Et puis rendre possible l'impossible, alors ça fait encore plus sens avec le fait d'avoir fait un bébé toute seule, puisque c'était mon grand désir dans ma vie de devenir maman. Il se trouve que dans mes histoires, ça s'est pas bien passé de ce côté-là. Je me suis retrouvée à 35 ans sans enfant et avec ce désir vraiment intense et cet appel carrément de l'horloge biologique qui me disait bon bah écoute maintenant Hello, en fait t'as plus le temps, donc qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, et rendre possible l'impossible, normalement c'est impossible de faire un bébé toute seule. Un enfant, c'est un projet de vie à deux, depuis la nuit des temps, c'est comme ça que ça a été fait, c'est comme ça qu'on a été conçu, quoi. Ou oui, effectivement, faire un bébé toute seule, c'est vraiment quelque part rendre possible l'impossible. Puisque c'est par définition pas du tout prévu pour, quoi. Donc, Effectivement. Bon, après, c'est vrai que il y a l'après aussi, quoi. Il y a toute la gestion après, on va dire dans le développement de l'enfant aussi. Ça aussi, ça doit pas être non plus très simple. Non, c'est sûr. Le père et la mère ont souvent deux rôles bien différents, un qui est plus dans l'aspect du cadre et l'autre qui est plus dans l'aspect du maternel. Donc du coup, jouer les deux rôles, c'est pas forcément toujours très simple. Alors je peux en parler puisque moi c'est ma mère qui m'a élevé. Je connais mon père, hein, bien évidemment, mais ma mère m'a beaucoup s'est occupée de moi. Donc là, je suis à des moments devoir jouer les deux rôles et c'est pas chose simple de devoir être à la fois la mère qui caresse dans le sens du poil, ça va aller mon petit chou, et l'autre sens où tu mets un cadre fort et dur. Donc, il faut avoir les deux casquettes et puis il faut avoir aussi le dynamisme et le courage aussi de tous les jours la porter, parce que tu vois, ce matin, je lisais un papier sur la BD qui disait un truc un peu faux, je sais pas si je peux le dire, mais qui disait au final, ça ressemble un peu à une vie de femme séparée ou divorcée. Alors pas du tout, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas de solution bis. Il n'y a pas de semaine off sans enfant, il n'y a pas de vacances off, il n'y a pas de deuxième contact d'urgence si tu t'appelles à l'école et qu'il y a un bobo. Il y a pas, je connais pas 50% de l'ADN, elle a pas de projection sur son père, je n'ai pas de pension alimentaire, je n'ai rien à remplir dans la case père, dans tous les documents officiels qu'il faut remplir tout le temps. Ça n'a juste rien à voir. La charge mentale n'a rien à voir. Même avec quelqu'un qui a fait un enfant et où le papa, il est parti pour XYZ raison et il joue pas le rôle de papa. Même dans ce cadre-là, au moins, tu as quand même un nom à coller quelque part, tu as une image, tu sais à quoi ça ressemble et éventuellement, s'il est diabétique, tu le sais. Moi, j'en sais rien, je sais rien. Donc, je veux dire, oui, bien sûr, dans la vie du quotidien, c'est énorme de faire un enfant toute seule parce que après, vraiment, ça veut dire que tu assumes tout, toujours toute seule, quoi. Ça veut dire que si t'es pas là à 16h30, il n'y a pas de personne bis qu'on va appeler et le gamin, il va aller chez les flics, hein, si t'es pas à l'heure. Voilà. Donc, je veux dire, c'est très différent, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font le parallèle parce qu'en plus, il se trouve que le titre de la BD, c'est La vie de maman solo. Donc, tu comprends pas forcément tout de suite dans le titre. Ça veut dire que la personne a fait un bébé toute seule. Tu dis juste, bon, elle élève un enfant toute seule. C'est un peu plus complexe que ça, notamment dans les problèmes d'identité qu'elle aura peut-être un jour. Tu vois, quand elle va se questionner quand même sur son papa un jour, enfin, en tout cas sur son géniteur, elle aura pas beaucoup d'infos puisque moi, en Belgique, par avoir coché caucasien, c'est tout ce que je sais sur l'identité du géniteur. Donc, tu vois, toutes ces questions-là, ça a strictement rien à voir avec la vie d'une femme divorcée, quoi. Ça a pas de... Ah oui. Ça n'a rien à voir, c'est clair. Ouais, ça a rien à voir, quoi, tu vois. Donc, j'aime pas trop quand on me compare et qu'on me dit, ouais, oui, t'es comme toutes les mamans solo, divorcées, c'est pareil. Oui, il y a des points de similitude, mais c'est pas tout à fait pareil, non. Mais en tout cas, c'était bien de le souligner. C'était le sens de ma BD, tu vois, aussi, parce que moi, j'en avais un peu marre d'entendre tout le temps que des caricatures sur des femmes un peu victimes quelque part de ce statut. Évidemment, c'est souvent des statuts subis plutôt que décidés. Mais moi, j'avais envie, voilà, je me rappelle quand j'étais enceinte et que je lisais des bouquins sur les mamans solo, je me disais, mais il y a aucun profil qui ressemble au mien. J'aimerais bien quand même lire des expériences
d'autres nanas, mais qui sont pas dans le deuil d'une relation qui s'est mal passée. Et du coup, il faut d'abord qu'elles arrivent à encaisser mentalement le fait qu'elles ont été abandonnées. Il faut pas qu'elles projettent sur leur enfant le fait que le papa soit barré. Tout ça. Moi, j'ai pas du tout de haine. C'est un projet positif, tu vois. C'est pas contre quelqu'un. J'en veux à personne. Donc voilà, j'avais envie, en tout cas, tu vois, de décrire un peu, voilà, la vie, le quotidien d'une maman solo de façon un peu cynique, drôle et vraie, voilà, mais en évitant les caricatures, tu vois, aussi de la maman solo qui forcément galère, tu vois. Bah non, tu vois, on galère pas toutes non plus. Tout va bien, voilà. Je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, évidemment. Je sais que c'est difficile. Ce que je veux dire, c'est que j'aime pas la catégorisation, voilà, victime. C'est souvent une victime, quoi. Et moi, je me sens pas du tout victime. Oui, mais ça, on est fort en France pour ça, se mettre dans cette position. La victime, tu m'étonnes. Spécialité, mais c'est vrai. Non, regardez un peu les choses sous l'angle positif, c'est quelque chose aussi qui devrait s'enseigner, parce que très souvent, on regarde toujours le verre à moitié vide. Hein. C'est un constat global, que je peux voir, en tout cas, et ressentir très souvent dans des interactions que je peux avoir avec quand même pas mal de gens. Ok. On va parler de ton mental, du coup. Allez. Allez, tu devais le définir, ce mot, le mot mental. Tu le définirais comment, toi? Le mien ou le mot mental de façon générale? Le mot mental, mais ta définition, comment tu perçois les choses? Mes 5 sens. Pour moi, c'est l'addition de mes 5 sens. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. L'addition de mes 5 sens et d'un cerveau. Qu'est-ce que ça fait, quoi? C'est les connexions pour moi. Ouais, mon mental, c'est la force que j'ai pas forcément dans mon physique, que j'arrive à trouver. Tu sais, j'ai eu une tumeur au cerveau, moi, il y a 5 ans. Voilà, donc j'ai eu un méningiome frontal qu'on m'a enlevé par l'œil. Magnifique. Donc, pendant 2 ans, je me suis quand même demandé si j'allais pas devenir un légume, parce qu'on savait pas si l'opération, ça allait bien se passer ou pas. Eh ben, je peux te dire que là, je l'ai bien bossé, mon mental. Voilà, je pense vraiment, vraiment, vraiment très fort qu'il y a une force dans la tête. Tu sais, ma maman, elle a terminé l'année dernière le marathon des sables à 70 ans, première, seule dans la catégorie 70 ans. Marathon des sables, c'est 250 kilomètres dans le désert, en autonomie, tu vois, dans le genre sportif. Alors moi, je le suis pas, mais tu vois, l'exemple que j'ai, voilà, ça c'est ma maman à 70 ans, qu'est-ce qu'elle fait, quoi, tu vois. Donc ouais, le mental, tu vois, et elle me l'a toujours dit, et je sais qu'elle court avec son mental. Bien sûr, elle court avec ses jambes, mais en vrai, c'est 90% de sa course, elle m'a dit, c'est le mental. Donc Marathon des sables. Oui, j'avais la chance d'avoir interviewé Grégory Mouyenne, qui a fait un AVC à la naissance et qui a quelques comment dire, conséquences de cet événement et qui a grandi, et puis du coup qui participe encore cette année au marathon des sables, et qui fait plein de marathons, et qui est porte-parole, je crois, pour le gouvernement sur les sujets du handicap. Et c'était une belle interview aussi de ce. Ah bah si tu veux mental, je vais te dire, moi j'en connais une. Je connais pas de mental plus balèze que le sien, franchement. Et là, il y a 2 ans, quand elle a remporté donc dans sa catégorie, il y avait eu un décès qui était quelqu'un qu'elle connaissait, quoi, un décès d'un mec qui avait genre 58 ans. Waouh, ça te. Ouais, c'est super. Il y avait plus de 50% des participants qui avaient abandonné au bout du 2e jour. Mais c'est costaud, hein, c'est costaud. Ouais, c'était costaud. Ouais, voilà. Bon, bref, voilà. Donc le mental, voilà, c'est ça. Pardon, j'en reviens. Ah, c'est pas grave. Donc les 5 sens, ok. Donc on va pas rappeler aux gens les 5 sens. Hein. Moi, j'appelle ça le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, et le G pour le gustatif. Et toi, c'est lequel qui est le plus développé chez toi? Alors moi, celui qui est le plus développé chez moi, c'est le visuel et l'auditif. Ah, ok. Ah, c'est marrant. Moi, c'est le toucher et l'odorat. C'est les deux plus. Mais je pense que c'est lié aussi à notre manière, dans notre manière de se construire aussi. Je sais que moi, pendant longtemps, j'étais un petit peu timide, introverti, tout ça. Donc, j'observais beaucoup et j'écoutais beaucoup. Donc, je pense que j'ai développé ces sens-là prioritairement. Et puis après, avec les expériences, la confiance, le sport, etc., du coup, je me suis affirmé. Et du coup, j'ai développé d'autres. Mais en tout cas, ceux-là, ils restent. Donc voilà. Ouais, c'est bien. Je me paye œil de lynx et j'entends tout. Mortel. Moi, je suis myope comme une taupe. Voilà. Donc, par contre, j'ai un nez bionique, quoi. Je suis capable de sentir quelqu'un à 2 bornes. Je peux te dire ce qu'il a mangé, s'il a fumé, pas fumé, qu'est-ce qu'il a bu. Laisse tomber. Ah ouais, t'aurais pu être né alors peut-être. Ouais, j'aurais pu être né, exactement. Ouais. J'aurais bien aimé d'ailleurs, je crois. Il n'y en a pas beaucoup des nés. Et si tu dois me décrire une personne avec un bon mental, c'est quoi l'autoportrait de cette personne-là?
Ah bah là, je crois que je viens de te parler de ma maman. Du coup, incontestablement, sur le mental, ça serait elle, ouais, vraiment. Parce que c'est dingo, ce qu'elle fait, quoi. Bon, il va falloir que j'interviewe, alors écoute, maman. Ah, elle a commencé à courir, elle avait un peu plus de 50 ans, tu vois. Donc, oui, elle s'est mise tard. Tard et pas tard, parce que tu vois, quand t'as 70 ans, en fait, tu vois, ça fait finalement 15 piges déjà que tu cours, quoi. Donc, elle a fait tous les marathons, elle a fait tous les marathons du monde. Excellent. Ouais, c'est un délire. Donc, ouais, l'exemple pour moi, forcément, c'est elle. Voilà, le plus proche, en tout cas, c'est elle. Est-ce que selon toi, l'enthousiasme est primordial pour son mental? Ah ouais, clairement. Ouais, tu as raison. Oui, l'enthousiasme, c'est... Alors moi, j'en déborde un peu. J'en ai vraiment beaucoup. J'en ai à revendre. Je pense pour enfiler à des gens qui sont un peu ternes ou fades ou dépressifs ou je sais pas. Voilà, donc oui, bien sûr, je pense que l'enthousiasme, en fait, voir les choses en partant gagnant et en étant content de les faire, en étant content de les vivre, je pense que c'est une posture, en fait. Tu vois, c'est une posture d'enthousiasme. Moi, je suis enthousiaste de tout. Franchement, de tout. Il y a très peu de choses dans la vie que je fais en me disant, moi, c'est aussi pour ça que je fais un peu toutes mes choses toute seule. Hein. Mais je veux dire, tu vois, il y a rien que je sais pas faire les choses, en fait, sans envie. Et donc, l'enthousiasme est mon moteur, un de mes moteurs, en tout cas, principal. Ouais, clair. Oui, après, on peut l'associer à aimer vivre, tout simplement. Ouais, exactement. Ouais, exact, ouais. Ok. Comment elle s'est construite, ta confiance? Tu nous as dit que, du coup, t'es partie tôt de chez toi. Ouais. Alors, je vais te dire comment elle s'est construite très précisément, si tu veux. Je t'écoute. C'est vrai, non, parce que c'est hyper précis. Je suis partie, j'avais 22 ou 23, je sais plus, 23 ans. Je suis partie à la base 3 semaines au Sénégal pour faire une mission humanitaire avec une copine qui m'a dit allez, viens avec moi, je pars 3 semaines, c'est l'été et tout. J'avais jamais foutu les pieds au Sénégal, je connaissais pas, voilà. Je suis partie et j'ai tellement kiffé que je suis restée 1 an et demi et pas 3 semaines. Et en fait, là-bas, j'ai appris tout ce que j'ai pas appris sur les bancs de la fac et tout ce qui me construit encore aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai appris à être l'étrangère. Quand t'es blanc, que t'as pas de sous, t'es en Afrique, que tout le monde est noir, que tout le monde pense que t'es blindé parce que t'es blanc, que tous les gens ont une autre religion que toi, une autre langue que la tienne, une autre façon de manger, une autre façon de rire, une autre façon de danser, tout est différent. Et que tu t'adaptes, que tu apprends leur langue, que tu apprends leurs coutumes, que, en fait, d'avoir réussi à me faire ma place dans une société qui était totalement différente de celle que je connaissais, m'a rendue super forte. C'est-à-dire que je sais maintenant que même si j'ai pas d'argent, même si tu me places comme ça n'importe où dans le monde, tu me lâches comme si on était, tu sais, télétransportés, tu me lâches dans la nature comme ça, je sais que je vais me démerder. Je sais que par la communication avec les gens, par l'empathie, par l'enthousiasme, par ma force de caractère, par ce que tu veux, en tout cas, je vais me démerder. Oui, je vais trouver à manger. Oui, je vais trouver où dormir. Oui, je vais même avoir des amis rapidement. Oui, je vais m'incruster dans cette vie. Oui, ça se trouve, je vais parler leur langage au bout de même pas 1 mois ou 2. Voilà. Donc, cette expérience-là, elle a été, tu vois, fondatrice, quoi, dans la confiance que j'ai en moi. Honnêtement, elle vient de là. J'avais un tout petit peu confiance en moi avant, mais depuis le Sénégal, j'ai totalement confiance en moi parce que je sais que je peux affronter des situations vraiment délicates, quoi. Voilà. Mais pour de vrai, je veux dire, où tu as vraiment faim, où ça fait vraiment plusieurs jours que tu manges pas, où les gens sont pas forcément toujours super contents, voire même que tu peux arriver dans un endroit un peu hostile à toi. Alors comment tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Intéressant. C'est la prochaine BD? Ah! Oh, j'en ai. Si tu savais le nombre de sujets que j'ai envie de... Ah ouais, tu m'étonnes. J'ai 150 BD à sortir, moi. Ah, mais c'est intéressant. Et comment tu te positionnes sur le regard des autres? Alors, c'est un grand problème parce que depuis toujours, j'en ai rien à foutre. Alors, c'est à la fois une énorme force parce qu'effectivement, ça me touche pas ce qu'on pense de moi, honnêtement. Et en même temps, c'est complètement fou parce que, si, c'est quand même important. Surtout maintenant qu'on a les réseaux sociaux, l'instantanéité avec le portable et tout ça. Enfin, voilà, toutes ces choses qui font qu'on pose un regard sur vous rapidement et tout. Bon, du coup, normalement, t'es pas censé t'en foutre, quoi, de ce regard. T'es censé quand même l'écouter, l'analyser, voire même essayer de le modeler. Moi, vraiment, ça m'importe pas ce que les gens pensent. Ça m'importe pas. Ça m'a jamais importé et ça m'importera probablement jamais, quoi.
Alors, je te dis, c'est à la fois une très grande force et une très grande faiblesse aussi. C'est les deux en même temps, quoi. Et comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? Alors, malheureusement, je suis nulle là-dedans parce que je suis hyper intransigeante et j'ai un peu du mal avec ça. C'est-à-dire, je suis pas trop tolérante, quoi. Tu vois, je manque de tolérance. Faudrait que je travaille un peu plus, quoi. La tolérance, pour moi, si tu me plantes une fois, bah tu plantes et salut. Voilà. Ouais, mais c'est bien, tu vois, parce que moi j'ai pas ce talent que t'as, parce que je trouve que c'est un talent. Et au final, moi je donne toujours une deuxième, une troisième chance. Tu vois, j'essaye quand même de me dire que l'humain peut évoluer, peut évoluer, changer. En tout cas, sur certaines choses, en tout cas, j'ai toujours l'espoir que les valeurs peuvent, en tout cas, évoluer. Mais bon, après, j'en arrive à un constat que sur certaines choses, j'en suis arrivé au même point que toi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu me l'as fait une fois à l'envers, hop, dégage. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai assez peu, je peux donner évidemment, pour en amitié ou en amour. Bien sûr que j'ai déjà donné des deuxièmes chances, des troisièmes chances. À la troisième, quand même, c'est très, très rare. Et par contre, je fais jamais de retour en arrière, quoi. Ouais. Donc, le droit à l'erreur. Mais là où je vois que je suis pas très tolérante, en fait, c'est encore une fois par rapport à ma fille. Même elle, quand elle se plante en classe, par exemple, je le prends pas très, très bien. Elle est chiante, quoi. Ouais, voire chiante, hein. Voilà, j'ai du mal à me dire, ouais, allez, c'est bon, c'est pas grave. On s'en fout, c'est l'école. Il y en aura d'autres, des notes. Rien n'est défini en 6e sur son avenir. Bah, moi, je stresse pour elle, j'angoisse à mort, vraiment. Très souvent, en tout cas, quand j'entraînais au tennis et que j'avais des parents un petit peu comme toi, qui étaient très exigeants sur la notion de résultat immédiat, c'est-à-dire la note ou le match gagné ou le match perdu. Très souvent, je leur disais, est-ce que vous pensez que même si votre fils ou votre fille devient un jour joueuse professionnelle ou joueur professionnel, est-ce que vous pensez qu'elle se souviendra de ce match parmi tous les autres matchs qu'elle va jouer par la suite? Et très souvent, en fait, ça les faisait. Ça leur permet de dézoomer un peu, ouais. Très souvent, en fait, même les enfants, du coup, ça les aidait. Donc, on débriefait, tu vois, on faisait un bilan du match parce qu'il faut capitaliser sur ses erreurs pour pouvoir progresser. Et très souvent, ça leur permettait aussi de prendre un peu plus de hauteur, c'est-à-dire parce qu'il y a des enfants aussi qui sont très perfectionnistes, mais qui sont un peu le reflet de leurs parents, parce qu'on leur demande d'être dans le résultat, donc d'être. Moi, il n'est pas du tout. Hein. Moi, alors, pas du tout. Hein. Vraiment. Oui, mais après, ça se transmet. Il y a des choses qui, veut dire Là, je te jure que j'ai pas transmis. Là, je te jure que. Elle est vraiment du perfectionniste. Elle en a ri, fiche de tout ça. Elle est en miroir inversé, alors. Ouais, elle est bien, voilà, elle a pas besoin que ça soit parfait. Quand un truc est dégueulasse et qu'il faut le rendre au prof, c'est pas grave, elle a pas besoin de le refaire. Une note moyenne, c'est pas grave. Il y a pire. Bah, rien. Pour l'instant, elle est heureuse en même temps. Bah, finalement, c'est bien, elle te fait travailler sur toi. Ah oui, complètement. Là, t'imagines même pas comment elle me fait travailler sur moi. Je crois que c'est la personne qui me fait le plus bosser sur moi, clairement. Alors, on va parler de motivation. Ok. Comment tu te motives, toi, au quotidien? C'est quoi un truc qui t'emmerde? Comment tu vas te motiver pour le faire? Qu'est-ce qui va arriver à te stimuler? Bon, alors, soyons honnêtes. Parce que c'est ma de fabrique. L'argent, quand même. C'est un de mes moteurs. Ça peut être un peu chiant à faire. Si je gagne un peu de sous, je peux le faire. 2, si j'en ai, un attribut intellectuel. C'est-à-dire si j'en gagne quelque chose parce que j'apprends quelque chose, pareil, je peux faire un truc chiant si au final je sens que je suis en train de m'enrichir d'une autre façon, pas de façon pécuniaire, mais tu vois, si je m'enrichis parce que j'apprends, je rencontre des gens nouveaux, je travaille dans un domaine que je connaissais pas, voilà, ça c'est génial, hop, ça me suffit à ma motivation, tu vois. Et puis après, j'avoue que j'ai une qualité qui est indispensable si tu montes ta boîte et que tu veux qu'elle dure. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais bonne à la fac et qu'il y a certains qui sont bons dans des écoles et d'autres qui sont bons dans la fac. Si je suis autodisciplinée, c'est-à-dire que j'ai jamais eu, même avant d'avoir un enfant, j'ai jamais eu besoin de personne pour me réveiller le matin et travailler. Jamais eu besoin de personne pour me dire mais non, là tes résultats ils sont pas suffisants, allez bosse encore. Pourtant, je n'ai strictement aucune facilité moi. J'ai rien eu facilement. Enfin, tu vois, je fais pas partie des gens qui ont un QI de ouf et tu vois qui ont besoin de lire 2 trucs. Et ça y est, c'est bon, c'est rentré. Moi, pas du tout. Je suis une laborieuse.
Je suis une vraie laborieuse, mais je lâche rien. Je te disais tout à l'heure la ténacité, ce qui fait que je vais finalement arriver un peu au niveau de ceux qui ont des facilités, mais parce que j'y ai passé 4 fois plus de temps. Donc ma motivation à moi, honnêtement, c'est mon épanouissement personnel, peu importe par quoi il passe. Voilà. Si ça m'épanouit de faire cette chose, alors j'ai pas de problème pour me motiver à la faire quotidiennement ou pas. Enfin, tu vois, voilà. C'est un peu ça ma façon. Après, je dis pas que c'est un peu fourbe aussi parce que forcément, il n'y a pas de limite. Du coup, tu vois, ma santé mentale, des fois, elle en prend un coup, quoi. Parce que tu veux toujours plus, en fait. Difficile de se satisfaire au bout d'un moment, de dire, bah, ça y est, là, c'est bien, comme ça. Voilà. C'est intellectuellement, tu t'enrichis, tu gagnes des sous, tout va bien. Quoi, vouloir chercher plus, quoi. Mais c'est juste que d'abord, je suis beaucoup sollicitée, honnêtement. Surtout là, depuis 1 an que je suis sur LinkedIn, je reçois vraiment, par exemple, en termes de prospection, j'en reçois pratiquement 1 à 2 par jour. Des gens qui veulent travailler avec moi. Alors, tu vois, moi, je suis open, quoi. Et je peux pas répondre à tout le monde. Et puis, tout ne m'intéresse pas. Et puis, voilà. Donc, voilà. J'essaye de faire la part des choses, mais des fois, je suis un peu trop gourmande intellectuellement parlant et financièrement parlant, tu vois. J'ai un peu tendance à vouloir faire encore plus, quitte à être un peu proche du burn-out parfois, quoi. Bon, bah, il faut pas aller vers le burn-out quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut essayer. Bah, j'en ai fait un en septembre, donc maintenant je sais que ça peut arriver. Je connaissais pas, bon, voilà, je suis tombée. Donc maintenant je sais que ça peut arriver. Du coup, je suis hyper vigilante, mais je suis plus vigilante pas sur le volume de travail, mais sur la qualité des relations avec les gens avec lesquels je travaille. Je sais que maintenant il y a des profils toxiques avec lesquels j'arrête tout de suite. Je sais que je pourrais pas travailler avec ces personnes-là parce que voilà, la façon dont nous échangeons ne me convient pas et je préfère arrêter, quoi, tu vois. Tu as raison, parce que les personnes toxiques, généralement, c'est des puits sans fond d'un point de vue énergétique aussi. Exactement. Ouais. Cette énergie-là qu'ils te prennent, tu peux pas la mettre sur d'autres choses. Et puis moi, je le dis souvent, tu vois, je peux pas être en conflit avec mes clients puisque moi, je me bats toute la journée déjà pour que mes clients soient médiatisés. Donc, je suis déjà dans une position de fight, c'est-à-dire que j'essaye alors qu'on est 150 sur la corde à essayer d'intéresser les journalistes, j'essaye de faire partie de ceux qui ça va marcher, tu vois. Donc, si de l'autre côté, avec les clients, je me bats aussi avec eux, bah non, tu vois. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'être sur le ring toute seule. Bah, c'est ça. Ouais, voilà, tu vois, je veux dire, je suis sur un ring déjà, je prends des coups toute la journée avec des journalistes qui sont quand même souvent des divas sursollicités, qui ont une piètre opinion des attachés de presse et qui en ont un peu strictement rien à fiche de ce que tu leur racontes. Donc, il faut quand même réussir déjà à sortir du lot, ce qui est pas évident tous les jours. J'y arrive, sinon je n'ai pas RP depuis 20 ans, mais voilà, c'est pas évident tous les jours. Donc voilà, il faut que de l'autre côté, pour que la motivation, l'enthousiasme et tout ça gagne et reste la source moteur, il faut que les gens avec lesquels tu travailles, ça soit fluide, voilà, qu'il n'y ait pas de tension dans les mails, dans les échanges, dans les mots, dans les attentes. Tu vois, c'est très important d'être transparent, vraiment bien, quoi. Tu vois. Ouais, après c'est vrai que les contacts directs, en tout cas moi c'est vrai que je préfère souvent les contacts directs parce que souvent le mail il peut être mal interprété selon comment les gens écrivent, selon l'attention déjà dans laquelle toi tu es, comment tu vas interpréter les mots. Des fois des gens s'expriment. Et souvent je prends cet exemple-là. C'est bête à dire, mais très souvent je connais des jeunes qui pour se dire bonjour ils se disent va niquer ta mère en fait. Ça commence fort. Bah écoute, mais du coup en fait au départ c'est choquant, tu te dis mais pourquoi il lui dit ça de bon matin? Mais en fait c'est presque affectif, tu vois, c'est un super bonjour en fait, ça veut dire je t'apprécie, content de te voir quoi. C'est ça le vacuum quoi, c'est ça que ça veut dire quoi. mais du coup c'est intéressant, tu vois, quand tu débarques et que du coup que t'as pas ces codes là en fait. Donc tu te dis que la communication, c'est important en amont de bien décoder avec qui tu communiques, pour savoir si et voilà, c'est ça. C'est important. Donc tu m'as parlé de burn-out, donc ça veut dire moi quand je dis j'entends burn-out, j'entends pression, j'entends stress, j'entends sursollicitation. Donc aujourd'hui tu me dis que tu t'en es sorti, mais du coup je m'en suis sortie avec un psy et avec des médicaments. Comment tu fais aujourd'hui maintenant mieux gérer cette pression, cette sursollicitation? Je mets des stops. Je te dis, par exemple, fin 2022 et début 2023, je me suis séparée à la suite de 3 clients très importants. J'ai en tout pratiquement réduit plus de 50% de mon chiffre d'affaires mensuel.
Mais ça a été ma façon à moi de dire, bon, bah là, par contre, on va pas continuer parce que moi, ça me convient pas humainement parlant, ce genre d'échange. Donc, du coup, vu que je vois que le burn-out est possible, je vais essayer de me protéger, voilà. Donc ça, c'est d'un point de vue business, mais ça peut être aussi avec les amis. Hein. J'avais des amis qui étaient aussi parfois, certains en tout cas, très chronophages et mangeurs d'énergie. Et voilà, aussi mettre un peu de distance, faire comprendre que voilà, tu peux pas être Mère Teresa pour tout le monde, quoi, non plus, quoi. Tu vois, tu peux écouter, tu peux être là, tu peux être fidèle, tu peux être solide. Mais bon, le fait est que j'ai déjà un enfant qui compte que sur moi. J'ai aussi des clients qui comptent que sur moi. Donc déjà, je réponds à leurs attentes. J'aimerais bien essayer à un moment donné, par exemple, ce qui est mon grand reproche, et le psy le dit souvent, de répondre aussi à mes attentes à moi. Pour l'instant, tu vois, moi, je suis quand même en stand-by depuis quelques années. Hein. Ouais, c'est important aussi de penser à soi, quoi. Ouais, et c'est pas évident, tu vois, de trouver une fenêtre pour y arriver, quoi. Franchement. En fait, c'est pas évident. Alors, je peux totalement te comprendre. C'est-à-dire que quand moi, je sais que je suis très tourné vers les autres. Et quand on est très tourné vers les autres, souvent, on pourrait s'oublier soi-même. Donc, en fait, c'est un vrai travail sur soi que de se dire, non, bah, ce moment-là, il est pour moi. Et les autres, on verra après. Et ça, c'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Et tu vois, toi, au moins, tu fais du sport, par exemple. Moi, pourtant, j'adore la danse et je fais de la danse depuis 20 ans. Et ben là, depuis 2 ans, j'arrive plus à caler des cours de danse, des stages de danse. Et tu vois, alors que c'est la seule activité physique que j'adore, tu vois, voilà. Donc, c'est dommage, tu vois. Il faudrait que j'arrive à trouver le créneau, mais j'arrive pas. Et pourtant, je vois bien que j'ai des copines qui ont des enfants, qui ont des jobs hyper prenants et qui arrivent à caler leur séance de Zumba ou de je sais pas quoi. Tu vois, elles vont aussi se faire masser, elles vont faire des trucs et tout. Moi, j'ai vachement de mal quand même à trouver. En fait, je pense que j'ai du mal à trouver de la légitimité aussi, à trouver du temps que pour moi. Tu vois ? Ouais, mais ça, je le comprends complètement, quoi. Complètement. On en parlera en off si tu veux. Avec plaisir. On en parlera en off. Allez, j'ai une petite dernière pour toi. Ouais. Souvent on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah oui, comment te dire que je t'ai dit que c'était ma qualité première. Alors tu vois, dans le genre sanglier, tu vois, qui une fois qu'il a reniflé un truc, il va rien lâcher. C'est un peu moi, tu vois. Donc ouais, moi, tant que j'ai pas réussi, je lâche pas. Ouais, c'est pas compliqué. Tant que j'ai pas atteint ce que moi je me suis donné comme objectif et que personne d'autre ne me donne, je lâche pas. Voilà. Donc voilà, je peux y retourner 50 fois, 100 fois, 1000 fois. En tout cas, je vais rien lâcher. Bon, à part évidemment si ça dérange la personne, si mon objectif en est au point de déranger la liberté d'autrui. Tu vois, je suis pas non plus, je suis pas une harceleuse. Mais oui, je lâche rien du tout, rien du tout. Mais pour rien. Hein. Par contre, c'est hyper chiant aussi comme mentalité. Je te donne un exemple, tu vois, je sais pas. Tiens, je me suis fait avoir par Last Minute l'année dernière, un petit week-end à Rome. Bon, bref. Ils se sont plantés sur l'hôtel, il n'y avait pas le taxi, il n'y avait rien du tout. Quand tu essayes d'appeler le service client après pour te faire rembourser, ils t'envoient balader 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu fais quand même 1 mail, 2 mails, 3 mails, tu passes 2-3 coups de fil. Puis au bout d'un moment, quand même, tu es obligé de lâcher l'affaire parce qu'en même temps, pour être remboursé de X euros, tu vas pas non plus passer, tu vois, 3 jours plein pour ça. Bon voilà, donc à part ces cas-là où vraiment d'extrême, où on t'a à l'usure, où on te fait bien comprendre que c'est pas la peine d'appeler un service client, tu n'auras pas gain de cause. Sinon, non, il y a peu de chances que je lâche. Voilà, le seul domaine dans lequel j'ai pas de volonté, c'est le régime. Alors là, par contre, je lâche très très bien l'affaire. Ça, il y a pas de problème. Je te comprends aussi. Ouais. Ah là, vraiment, je suis une bille en termes de volonté. Ouais. Après, le truc, c'est que quand on aime manger ou quand on aime les bonnes choses, c'est compliqué de faire le régime. Alors, il faut se faire accompagner, je pense. Ouais, voilà, mais voilà. En tout cas, je sais que ça, c'est vraiment un domaine, par exemple, dans lequel j'aurais vraiment besoin de m'améliorer parce que ma volonté là-dessus, tu vois, quand je te dis je lâche rien, c'est faux. Sur ce domaine-là, par exemple, je suis incapable j'ai une addiction aux bonbons, moi. Je mange des bonbons régulièrement. Bon, bah voilà, quoi. Il y a je sais pas combien de docteurs qui m'ont dit, madame, il faut arrêter les bonbons. Il faut arrêter, ça suffit. Moi, je dis oui, pendant, 1 semaine, j'en mange un peu moins. Et puis, je reprends. Ok. Moi, j'ai une bonne adresse pour toi. Allez, dis donc, qu'est-ce qu'on a comme off à faire?
Pour arrêter les bonbons. Ok. Écoute, on est arrivé à la fin de toutes les questions que j'avais envie de te poser ce matin. Bon, bah, c'est cool. Encore un grand merci pour ta disponibilité. Le 19, c'est bientôt. Ouais, carrément. Ouais. Ça arrive vite. C'est la veille des vacances scolaires, il me semble presque, non? Ouais, 2 jours avant les vacances scolaires. C'est le 21. Le 21, d'ailleurs, j'ai une séance dédicace à Paris chez BDnet pour justement et les vacances et la sortie de la BD. Donc ouais, c'est un gros bout là. C'est 1 an et demi de boulot, l'air de rien, une BD. Hein. Entre le moment, la première fois où j'en ai parlé avec l'éditeur et là, ça fait 1 an et demi. Non, mais c'est incroyable. En tout cas, plein de bonnes choses pour l'accouchement. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup de ton invitation. C'était très chouette d'échanger avec toi. Très intéressant. Et tu connais, en tout cas, moi, dans le podcast, j'aime bien que ce soit l'invité qui vienne conclure l'épisode en disant quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qui va rester un peu marqué comme, tu sais, dans une pierre. Tu sais, des fois, il y a des gens qui gravent la pierre. Ah ouais. Voilà. Si tu peux graver ta pierre de parlant de votre mental et avec quelque chose qui te tient vraiment à cœur de partager avec tes auditeurs et quelque chose qui pourra les faire cheminer ou quelque chose qui pourra les faire réfléchir. Alors, moi, j'aimerais qu'on apprenne un peu plus collectivement à vivre ensemble, tous. Autant avec toutes nos différences, toutes nos façons de voir les choses différentes. Mais j'aimerais qu'on soit un peu plus à l'écoute les uns des autres et qu'on arrive enfin à vivre ensemble. Voilà. C'est le seul truc qui me vient là parce que c'est vraiment un truc profond que je ressens. En plus, on est dans un climat tellement tendu en ce moment. Tu sais, moi, j'habite à Bastille, donc... Bastille, ouais, je connais bien. Voilà, non mais comment te dire qu'on est un peu au cœur quand même de pas mal de mouvements. Ouais, j'aimerais bien que les gens arrivent à s'écouter les uns les autres davantage et à vivre ensemble mieux, quoi. À mieux se comprendre, d'arrêter de se juger trop vite, voilà. D'avoir des clichés surtout sur les gens, leur religion, leur couleur, leur catégorie socio-professionnelle, leur sexualité, leur ce que tu veux. J'aimerais que les gens arrivent un peu à dépasser ça et s'ouvrir à l'être humain qu'ils ont en face d'eux, quoi. Tout court. Ouais, moi je dis souvent aussi que avant de juger, c'est bien de balayer devant son paillasson déjà. Ouais, déjà, ouais, tu m'étonnes. Et puis après, d'être tolérant, quoi. On parlait de tolérance tout à l'heure, mais d'être tolérant. Voilà, je veux dire, chacun est un être, pour moi, est un être vivant unique et qui a le droit d'exister comme il le souhaite, quoi. Bien évidemment, dans un cadre déontologique de fonctionnement pour le bien commun. Mais c'est vrai que bon, voilà, je pense que prôner la tolérance et prôner le fait d'arriver à s'enrichir les uns des autres, voilà, comme tu disais, quelle que soit la religion, quel que soit ce qu'on aime, la culture, et voilà, donc chacun a des appétences, et je pense que c'est ça la force, pour moi, la force d'une entreprise ou d'une société ou d'un groupe, c'est on va dire, c'est des différences individuelles qui se mettent au service du collectif. Voilà, donc ça c'est ça, on forme une team, quoi. Ça serait bien que les gens soient un peu plus conscients que là, on est vraiment tous dans la même team. Et en l'occurrence, l'objectif commun qu'on devrait avoir, là, honnêtement, c'est de préserver cette planète parce que là, franchement, on va dans un mur, mais bien. Et je pense que c'est ça, voilà, qui manque un peu quand même dans la conscience. Voilà, ce serait bien qu'on en prenne un peu plus conscience pour de vrai, quoi. Ok, écoute, le message est passé. Ok, merci beaucoup. Écoute, je te dis à très bientôt. Voilà, à très bientôt. Okay. Salut. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.